Oui, moi j'aimerais savoir quel est ton point de vue, quelle est l'analyse que tu fais, ou peut-être quelle est ton expérience personnelle en ce qui concerne le chômage. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu as arrêté la fac de médecine en 4e année. Je tiens à préciser que tu étais à la FMSB. Quand tu vas dire ça, ça va déjà choquer les gens parce qu'il y a des gens là actuellement qui sont en train de faire le concours de la FMSB depuis 3 ans, depuis 4 ans. Leur rêve, c'est d'entrer à la FMSB. Donc quand ils voient quelqu'un entrer à la FMSB, sortir de la FMSB après 4 ans, pour commencer à dire que je suis directeur créatif, je fais les visuels, pour eux, ils vont se dire que tu es fou. Donc du coup, qu'est-ce que toi déjà, tu penses de cela? Et par rapport au chômage, comment est-ce que tu entrevois le chômage dans un pays? Ok, déjà, à l'exception de certains domaines très spécifiques, je ne vais pas mentionner, je ne crois pas que le chômage est un problème. Je ne pense même pas que le chômage existe. Je pense que le problème, ce qui existe, c'est le manque de compétences. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, chaque jour, j'ai besoin de la main d'œuvre. Chaque jour, je cherche tel profil. Je ne trouve pas. Tu peux lancer un recrutement, tu sponsorises même pour que 100 000 personnes, tu vas avoir des CV, des longs discours. Quand on va regarder tout ça, on va scanner, on va rien voir. Aucune compétence, des trucs médiocres. Du coup, je pense que le problème du jeune Camerounais, le chômage pour un jeune Camerounais, pour moi, ce n'est pas un débat. C'est pas quelque chose qu'on doit commencer à débattre. Il y a le chômage, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Moi, je pense que c'est qu'on doit commencer à se poser des questions dessus. C'est, est-ce qu'on a le niveau d'être demandé? Il y a personne là dehors qui a suffisamment de compétences et qui chôme. Je vais même préciser que comme quand on dit compétences, il y a plusieurs styles de compétences. On peut avoir des compétences dans ce qu'on fait, on n'a pas de compétences dans la communication de ce qu'on fait. Ça, c'est le manque de compétences aussi. Du coup, quand on dit chômage, pour moi, je ne suis pas d'accord. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que toi tu penses. Je pense totalement la même Mais chose. chômage, je ne suis pas d'accord parce que chaque jour, je cherche des gens avec qui travailler. Chaque jour, je cherche de nouvelles personnes. J'ai passé près de 2 mois. Je cherchais un comptable qui pouvait travailler avec nous. Mais c'était un peu spécifique parce que la personne devait avoir quelques compétences dans le domaine du digital. Un peu, juste un minimum. C'est très basique. C'était très difficile. Et chaque jour, on cherche des nouveaux monteurs vidéo. Chaque jour, on cherche des nouveaux designers. Chaque jour, on cherche des motion designers. Des fois, on ne trouve pas. Le peu qui ont des compétences sont déjà ailleurs. Ils sont déjà en train de travailler. Ils vont pas quitter pour venir. Mais si on analyse bien, on va voir qu'il y a plus d'1 million de jeunes Camerounais qui cherchent le boulot, mais qui n'ont aucune compétence. Je ne sais pas si c'est mieux qu'ils partent chercher au boulot là où on casse les papins, on porte. Parce que là, Même peut-être, pour casser les papins, je ne sais pas, il faut un peu de musculation. Donc ça aussi, c'est une compétence. Tu risques de mourir même. Et quand tu meurs, on va continuer la vie mieux qu'avant. Mais il y a maintenant ceux qui pensent que il faut que je voyage, je pars à l'étranger pour pouvoir réussir. Il y a ceux qui croient catégoriquement qu'on ne peut pas réussir. Leur seul objectif, c'est de voyager aux États-Unis, au Canada précisément. Ça, c'est au petit Cameroun, c'est ce qu'on m'a dit. Particulièrement, je ne pense pas, mais j'aimerais savoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce système? Est-ce que c'est trop beau là-bas? Alors, je suis obligé de revenir sur ta réponse que j'ai trouvée magnifique concernant le chômage pour la compléter, malgré le fait qu'elle était déjà très bien. Le problème que tu as soulevé, il est plus grand que ça. Je m'explique. J'ai même envie de dire que c'est un problème colonial. Tu as pris un exemple. Tout le monde vit ça. Hein? Tous les entrepreneurs vivent exactement la même chose. Tu lances un recrutement. Tu recherches des profils qualifiés pour des tâches bien précises et tu ne retrouves pas des personnes qui ont les aptitudes nécessaires. Après, tu te dis, non, ils n'ont pas de compétences, c'est pour ça qu'ils sont au chômage. Mais je vais aller en amont. Quels sont les besoins que tu as chez toi? Tu écris. Quels sont les besoins que j'ai? J'écris. Quels sont les besoins que tu as? Tu écris. Nous tous, entrepreneurs, on écrit les besoins que nous avons. Nos besoins vont permettre de définir un cahier de charge avec des indicateurs de performance, des KPI, qu'on va maintenant intégrer au programme du système éducatif. Ça veut dire que les gens qui entrent à l'école vont apprendre les besoins que nous on a. Lorsqu'ils vont sortir de l'école, d'ailleurs que quand ils vont sortir, on sera là pendant leur soutenance pour voir les meilleurs et directement les recruter parce qu'ils sont en train de passer par le monde que nous on a créé parce qu'il est spécifique par rapport à nos réalités. Sauf que ce n'est pas le cas. Alors que c'est ce qui se fait dans les autres pays. Dans un pays comme l'Allemagne par exemple, qui écrit le programme scolaire, ce sont les industriels. Et que les industriels s'asseyent et disent que moi j'ai une industrie d'automobile, moi j'ai une industrie agroalimentaire. Voilà ce qu'il faut cette année à l'école pour que ceux qui sortent de l'école aient directement les aptitudes qui correspondent à ce que nous on veut maintenant. Parce que s'ils n'ont pas ces aptitudes, on ne pourra pas travailler avec eux. Et c'est aussi une manière de développer le patriotisme. Parce que s'ils n'ont pas ces aptitudes, on sera obligé de chercher ces aptitudes ailleurs. Parfois chez des personnes d'autres nationalités, donc d'enrichir d'autres communautés, alors que c'est nous qui devrons en bénéficier. Donc c'est un problème qui n'est pas seulement lié aux chômeurs. C'est un problème aussi systémique, c'est un problème politique
C'est un problème aussi d'influence extérieure. Parce que je vais même aller au-delà de nos politiques qui ont une grande responsabilité dessus. Mais nos politiques sont financées par qui? Déjà, nos politiques sont financées par nous-mêmes. Mais lorsqu'on regarde bien en profondeur, par exemple au Cameroun, est-ce que vous savez que tout le PIB du Cameroun provient seulement à 15% des nationaux? Ça veut dire qu'au Cameroun, si l'État fonctionne avec 100 000 francs, donc si l'État prélève en tout 100 000 francs pour fonctionner chez les entrepreneurs, tous ceux qui produisent la richesse, il y a seulement 15 000 francs qui proviennent des Camerounais. C'est grave. 85 000 francs proviennent des multinationales étrangères. En fait, c'est un peu comme si tu es marié, tu as ta femme et tes enfants, vous avez votre maison, vous payez le loyer 30 000, vos autres frères représentent 70 000. Ça veut dire que chaque mois, vous avez besoin de 100 000 francs pour fonctionner normalement. Sauf que sur les 100 000 francs là, le père de famille donne 15 000 et le voisin donne 85 000 pour que ça fasse 100 000. Mais c'est normal que de temps en temps, le voisin appelle ta femme et il dit que ce soir, il va dormir avec elle. Puisque c'est lui, en fait, le père de famille. Donc, c'est lui, il y a des jours où il va te dire, mais je vois qu'il y a trop de musique à la maison, là, stoppez la musique, moi j'ai envie de dormir. Et vous allez stopper la musique. Il y a de temps en temps, il va dire, bon, demain vous allez manger le couscous. Parce que je me rends compte que vous aimez trop le poulet, mais c'est devenu trop cher sur le marché. Moi, je n'ai plus assez d'argent à vous donner. Demain, vous mangez le couscous. Et vous allez manger le couscous, même si vous n'aimez pas. Puisque c'est lui qui finance. Et le jour où tu vas te lever en disant, non, ce n'est pas normal. Comment tu veux qu'on mange le couscous? Moi, je veux manger le poulet. Le mois prochain, il n'envoie pas les 85 000. Là. Tu restes avec tes 15 000. Et les 15 000 là, tu ne peux même pas payer le loyer avec. Tu seras obligé de te mettre en quoi à genoux devant lui, dire que ouais, pardon, je m'excuse. Est-ce que tu peux me donner le couscous là? Je pense que c'est ça qui est mieux pour notre santé. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Aujourd'hui, on est en train de s'endetter pour payer des dettes extérieures. Ça veut dire que notre pays fonctionne sur la base des prêts extérieurs, sur la base des contributions fiscales des multinationales étrangères. Nous-mêmes, Camerounais, Africains, on ne contribue pas beaucoup. Du coup, vous pensez que qui dirige vraiment notre pays? Si vous avez compris ce que j'ai dit, vous comprenez qui dirige notre pays. Et du coup, ils n'ont pas intérêt à ce que le système éducatif corresponde à ce que toi tu es en train de dire. C'est pour ça, par exemple, que nous, on a été obligés de créer des académies, comme la Startup Academy, parce qu'on s'était rendu compte que ça ne sert à rien de créer des entreprises si à la fin, tu ne pourras recruter personne. Puisque tu vas créer une menuiserie aujourd'hui, tu vas recruter les menuisiers où? Tu as déjà vu le programme de formation dans les écoles techniques de menuiserie? Mais attends, quand tu regardes leur programme de formation, tu vois comment on les forme. Tu comprends qu'à la fin, on n'aura aucun menuisier performant, ou du moins très peu. Parce que parfois, ils n'ont même pas le matériel. Et même quand ils ont un matériel, il est désuet. Parce que le système éducatif avait compris que l'école technique coûte plus cher. Former un menuisier coûte plus cher que quelqu'un qui a le bac C. Parce que celui qui a le bac C, il paye quoi pour être à l'école? Pour former un gars qui a le bac C, on a juste besoin d'une salle de classe avec des tabourets et le tableau, c'est tout. On forme un gars qui a le bac C. Les enseignants viennent, ils écrivent au tableau, ils dessinent l'ordinateur au tableau, ils dessinent la souris, ils font les algorithmes au tableau et les élèves écrivent les algorithmes sur le cahier qu'on ne compile jamais pour voir si ça fonctionne. Et puis il a le bac C. Il sort avec son bac C avec juste la craie, le stylo, son cahier et le tableau. Ça ne coûte pas cher au pays. Maintenant, s'il faut former un menuisier compétent, tu imagines ce qu'il faut? Mais attends, ça coûte tellement cher qu'on n'a pas mis ça en avant. C'est pour ça que ceux qui font l'école technique se retrouvent dans les écoles où il n'y a presque rien. Et même les enseignants parfois viennent dessiner les machines au tableau parce qu'il n'y a pas de machine. Je ne parle pas de quelque chose qu'on m'a raconté, j'ai assisté. Ça veut dire qu'une école qui est censée former des ingénieurs, par exemple, dans cette école, on achète des machines neuves. On met dans leur labo. Mais on n'utilise pas les machines là. Les machines là servent seulement à l'inauguration. Ça sert seulement à présenter ce qu'on a. Mais pendant l'école, personne n'utilise les machines là. Et quand tu poses la question, on dit que non, les élèves, ils vont gâter la machine. S'ils gâtent la machine, on va faire comment? Mais ils vont gâter la machine, qu'on a acheté la machine pour faire quoi? Bon, ils vont gâter la machine, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'encadreur pour les encadrer pour qu'on ne gâte pas la machine. Sauf que parfois, même les encadreurs ne savent pas utiliser la machine, puisqu'ils n'ont pas été formés avec cette machine. Donc, c'est un problème qui est très grave, qui est systémique, qui est beaucoup plus grand que ça et qui conduit naturellement au chômage. Sauf que ce qui est bien avec la lecture de l'heure, c'est que tu te poses des vraies questions. Tu te dis, bon, comme je chôme là, qu'est-ce que je dois faire? Toi-même, tu peux te former. Toi-même, tu peux apprendre. Bon, peut-être tu peux aussi tomber dans le grand banditisme, la prostitution et tout. Mais la logique voudrait que tu puisses prendre conscience du fait que j'ai des lacunes et je dois me mettre à jour. Et je reviens donc sur ta question sur ceux qui veulent fuir le pays. Au départ, j'étais contre eux. Ça, il faut être honnête. Mais avec le temps, je me suis dit qu'ils ont raison de partir. La première raison, c'est le fait que chez nous, on a installé la médiocrité comme étalon de la société. Donc chez nous, la médiocrité est devenue quelque chose de normal, quelque chose de valorisé. La preuve, c'est quoi? C'est que, est-ce que tu connais un prix qu'on remet, par exemple, aux plus grands ingénieurs du Cameroun par an? Mais il y a le prix des Miss. Est-ce que tu te rends compte que nous sommes dans un pays ou dans des pays en Afrique où des femmes qui simplement parce qu'elles sont peut-être jolies, en fonction même d'une perception de la beauté qu'on peut définir et qu'on peut même remettre en question, parce qu'une Africaine qui est belle et qui n'a pas ses cheveux naturels, est-ce qu'on peut la qualifier comme étant belle? Elle n'est pas une Africaine. Elle est une pâle copie mal faite d'une femme occidentale. C'est maquillage. Je n'ai même pas un problème avec le maquillage et tout ça. Mais je parle d'abord des cheveux. Comment une femme africaine est qualifiée comme étant la plus belle d'un pays en Afrique et sur sa tête, elle n'a pas ses cheveux? Pour moi, c'est un scandale et c'est une catastrophe. C'est même une
crise identitaire qu'on ne devrait pas promouvoir. Mais bon, c'est un débat à part, parce qu'après, qui finance ces concours-là? Pour dire quoi? Pour dire que, est-ce que tu te rends compte que dans notre pays, il y a des femmes qui font des défilés de mode. On dit, celle-ci, c'est la plus belle du pays. Et pour la primer, on lui donne une voiture neuve. On lui donne un appartement. Parfois, on lui construit une maison. Elle gagne des contrats dans des grandes entreprises. En un an, elle peut gagner même 100 millions, voire plus. Et le plus grand neurochirurgien n'a pas de prix. Ça veut dire que celui qui permet de sauver les mototaximans que vous avez créés, parce qu'il n'y avait pas de travail. Parce que la probabilité qu'on te cogne et tu tombes, ou la probabilité que tu tombes même sans être cogné est trop forte. Et quand tu tombes ta tête là, sache que l'opération c'est 2 millions. Avec de l'argent qu'il faudra payer chaque jour et tu seras désormais inactif. Sauf que là maintenant tu es hospitalisé, tu n'auras plus ces entrées quotidiennes là, mais tu seras hospitalisé pendant 6 mois. Et tous les jours on va dire il faut tel médicament, il faut telle autre chose. Parfois on va te dire que l'opération a été ratée. Il faut refaire l'opération. Tu n'as pas d'assurance, tu n'avais pas de casse. Tu vas repayer. Mais attends, il n'y a pas la charité, il n'y a pas de sécurité sociale, non, il faut payer. Tu as fait comment? Sauf qu'on est dans un pays dans lequel on a mis en place cela. Ça veut dire que le neurochirurgien, après le bac, il a fait 7 ans de médecine. Après 7 ans de médecine, il a encore fait 7 ans pour devenir neurochirurgien. Il a fait 14 ans de médecine après le bac. Parfois, après les 14 ans, il a encore fait des DES. Il a fait encore plusieurs spécialisations dans des sous-disciplines de la neurochirurgie. Donc parfois, il a 20 ans d'études après le bac, sans compter son nombre d'années d'expérience. Ce monsieur-là, par an, il sauve des personnes qui sont sur la moto, qui ont été victimes d'AVC et toute autre forme de traumatisme. Il n'a aucun prix par an. Mais la Miss a une voiture de 50 millions, un appartement. En fait, c'est là où tu comprends qu'on a installé la médiocrité comme l'étalon de la société, avec tout le respect que j'ai pour les Miss. Mais j'estime qu'une Miss n'est pas plus importante qu'un neurochirurgien. Elle n'est pas plus importante que le cardiologue. Elle n'est pas plus importante qu'un ingénieur de génie civil qui construit des bâtiments avec un très bon dimensionnement, accompagné des architectes et des techniciens, pour que ces bâtiments-là ne tombent pas. Ces gens ne sont pas primés. On ne prime pas les architectes, on ne prime pas les ingénieurs, on ne prime pas les médecins, on ne prime pas les entrepreneurs qui réalisent des prouesses exceptionnelles, qui créent de la richesse, qui permettent que nos fonctionnaires ont des salaires. On prime ceux qui dansent sur TikTok. Je ne sais pas si on se comprend en fait. Ça veut dire que quelqu'un danse sur TikTok, avec tout le respect que j'ai pour la danse, tourner ses fesses tous les jours en ligne. À la fin de l'année, on organise un prix, on lui donne 2 millions. Le neurochirurgien, parfois 6 mois sans salaire, 3 mois sans salaire. Parfois, le neurochirurgien est au chômage, il est obligé d'aller dans un autre pays pour pouvoir travailler. Là où la fuite des cerveaux devient pertinente. Donc, j'estime que ceux qui quittent le pays, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est parfois parce qu'ils aiment tellement le pays qu'ils estiment qu'ils vont mieux servir le pays en étant ailleurs, tu vois. Parce que servir le pays, c'est aussi se servir eux-mêmes. Parce que si on regarde bien, par exemple, en 2025, les contributions de la diaspora, par exemple, en ce qui concerne les envois de fonds en Afrique, ont été beaucoup plus importants que les contributions de certaines organisations internationales. Ça veut dire que quand on mesure l'argent que la diaspora envoie en Afrique dans différents pays, on se rend compte que parfois ça dépasse l'aide du FMI, de la Banque mondiale, de certaines organisations internationales. Donc ça veut dire que même ceux qui ont quitté le pays contribuent encore et toujours au développement du pays, même en étant à l'étranger et parfois même plus que lorsqu'ils étaient là. Donc ils représentent aussi une manne financière importante parce qu'au final, ils sont sortis du pays pas parce qu'ils n'aimaient pas le pays, mais parce qu'ils l'aimaient tellement au point où ils se sont dit il ne faut pas que je meure. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des premiers des classes? Mettons même en question, arrêtons même de mettre en question le système éducatif. Considérons que l'école est très bien, c'est magnifique. Bon, ceux qui sortent premiers de leur classe, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Les majors, qu'est-ce qu'on fait des majors? Est-ce qu'il y a un prix pour les majors? Imagine toi, tu as fait tout ton secondaire, tu étais toujours premier, tu as eu le bac avec 18. Ceux qui ont eu le bac avec mention très bien, mention bien là, quel est le prix qu'on leur donne? Quel est le cursus qu'on met à leur disposition? Quelles sont les bourses qu'on met pour eux? Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner pour que même s'ils veulent aller étudier à l'étranger, qu'on puisse financer les études et leur permettre de revenir apporter leur expertise en termes de transfert de technologie? Rien n'est fait. Ils sont obligés toujours de se battre avec leurs propres parents alors qu'ils sont les meilleurs. Moi, on m'a donné la boîte académique. Ah, la boîte académique de 3500 là. Pour le major. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres pays, le major, on le contacte, on lui dit vraiment, nous souhaitons dans un premier temps vous féliciter. Et parfois, c'est le président qui le fait. Juste en passant, il y a des pays où c'est le président qui contacte les meilleurs. Donc, on te contacte, on te dit, on a analysé tes notes, on s'est rendu compte que tu es très performant. Alors, il y a 4 entreprises qui sont prêtes à te prendre actuellement. Telle entreprise te propose déjà de payer toutes tes études. Donc, tu as des études qui seront payées intégralement. Tu auras une maison à ta disposition, tu auras un chauffeur, une voiture. Tu auras pour un début 3 ou 4 000 euros pour commencer. Maintenant, en fonction
de tes performances, on va faire telle chose, on va te donner la nationalité parce qu'on ne voudrait pas que tu aies des problèmes de dire que tu n'as pas les papiers. On ne veut pas que tu sois stressé. On a besoin de ton expertise. Entre-temps, tu as le choix entre ça et un pays dans lequel on t'arrête parce que tu n'as pas la CNI. Ça veut dire que le major, non, il a oublié sa CNI à la maison. Il est sorti pour agiter le peuple. En rentrant, on dit contrôle de police. Où est ta CNI? Non, ma CNI. Non, tu n'as pas de CNI. Allez, suis-nous au poste. Le major, l'ingénieur. Tu vois, là, je prends juste l'exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas marcher avec la CNI. Je caricature juste pour dire qu'il est tellement méprisé et pas pris en considération que moi, je valorise ça. Il faut partir. Parce qu'ici, rien n'est fait pour valoriser ceux qui apportent vraiment leur expertise. Je recommande à ceux qui restent d'être ceux les plus fous. Nous, on a accepté de rester parce qu'on est un peu fous, en fait. Nous, on s'est dit, on est assez résilient pour transformer toutes ces souffrances-là en sarcasme. Nous, on utilise même ça pour rire de nos propres problèmes, tu vois. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a des gens qui sont plus fragiles émotionnellement, qui n'ont pas la même intelligence émotionnelle que j'ai ou que d'autres personnes ont. Donc, nous, on va rester. On va essayer de faire en sorte que les médiocres ne nous envahissent pas, nous tous. C'est pour ça que je produis aussi beaucoup de contenu, parce qu'il ne faut pas que les médiocres nous envahissent totalement. Il faut aussi qu'il y ait certaines personnes qui assument que nous, on va produire des contenus d'une certaine qualité, avec une certaine pédagogie, avec une certaine éducation, pour qu'on ne voit pas seulement la danse et le divertissement tous les jours. Donc, moi, je valide. Ceux qui veulent partir, partez. C'est mieux. Oui, je pense que si c'est plus intéressant pour vous, partez. Maintenant, en partant, sachez qu'il y a beaucoup d'avantages et il y a aussi des inconvénients. Et quand ces inconvénients arrivent, lisez aussi l'heure. Ne pleurez pas, ne faites pas des vidéos. Vous venez commencer à dire, il y a le prix à payer partout. Il y a les transports en commun qui sont magnifiques. Les routes sont magnifiques. Les maisons sont bien construites. La société est organisée. Il y a moins d'injustice. Il y a la sécurité sociale. Si tu as un problème, l'ambulance arrive à la maison. Les sapeurs-pompiers te prennent. On t'amène à l'hôpital. On te soigne. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas payer après. Il y a tout ça. C'est bien, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que tu es parti. Il y a une meilleure éducation. Les laboratoires sont fournis. On t'accompagne dans tout. Mais il y a aussi le prix à payer. Il ne faut pas que quand tu payes ce prix, tu viennes pleurer en ligne. Non, ne viens pas pleurer en ligne. On ne pleure pas. Moi, tout ce que je pourrais leur dire, c'est que si vous pensez que votre avenir n'est pas ici, partez. Donc, vas-y, mais ne pleure pas. Maintenant, là, que chacun se sauve d'abord. Quand tu seras sauvé, tu pourras mieux sauver l'Afrique après, en étant vivant. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, on n'a que 24 heures dans une journée et on doit faire beaucoup de choses.